Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où l'on va à nouveau parler de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne et plus particulièrement le chapitre 19. Donc c'est parti. Le lendemain, mardi 30 juin à 6 heures, la descente fut reprise. Nous suivons toujours la galerie de lave, véritable rampe naturelle, douce comme ces plans inclinés qui remplacent encore l'escalier dans les vieilles maisons. Ce fut ainsi jusqu'à midi 17 minutes, instant précis où nous rejoignîmes Hans qui venait de s'arrêter. Ah, s'écria mon oncle, nous sommes parvenus à l'extrémité de la cheminée. Je regardais autour de moi, nous étions au centre d'un carrefour, auquel deux routes venaient aboutir, toutes deux sombres et étroites. Laquelle convenait-il de prendre ? Il y avait là une difficulté. Cependant, mon oncle ne voulut paraître hésiter, ni devant moi, ni devant notre guide. Il désigna le tunnel de l'Est, et bientôt nous y étions enfoncés tous les trois. D'ailleurs, toute hésitation devant ce double chemin se serait prolongée indéfiniment, car nul indice ne pouvait déterminer le choix de l'un ou de l'autre. Il fallait s'en remettre absolument au hasard. La pente de cette nouvelle galerie était peu sensible et sa section fort inégale. Parfois, une succession d'arceaux se déroulait devant nos pas comme les contre-nefs d'une cathédrale gothique. Les artistes du Moyen-Âge auraient pu édifier là toutes les formes de cette architecture religieuse qui a l'ogive pour générateur. Un mille plus loin, notre tête se courbait sous les cintres surbaissés du style roman, et de gros piliers engagés dans le massif le pliaient sous la retombée des voûtes. À de certains endroits, cette disposition faisait place à de basses substructions qui ressemblaient à l'ouvrage des castors, et nous nous glissions en rampant à travers d'étroits boyaux. La chaleur se maintenait à un degré supportable. Involontairement, je songeais à son intensité quand les laves vomies par le Sneffels se précipitaient par cette route si tranquille aujourd'hui. Je m'imaginais les tourments de feu brisés aux angles de la galerie et l'accumulation des vapeurs surchauffées dans cet étroit milieu. Pourvu, pensais-je, que le vieux volcan ne vienne pas à se reprendre d'une fantaisie tardive. Ces réflexions, je ne les communiquai point à l'oncle Lidenbrock. Il ne les eût pas comprises. Son unique pensée était d'aller en avant. Il marchait, il glissait, il dégringolait même, avec une conviction qu'après tout, il valait mieux admirer. À 6 heures du soir, après une promenade peu fatigante, nous avions gagné 2 lieues dans le sud, mais à peu près un quart de mille en profondeur. Mon oncle donna le signal du repos. On mangea sans trop causer et l'on s'endormit sans trop réfléchir. Nos dispositions pour la nuit étaient fort simples. Une couverture de voyage dans laquelle on se roulait composait toute la literie. Nous n'avions à redouter ni froid ni visite importune. Les voyageurs qui s'enfoncent au milieu des déserts de l'Afrique, au sein des forêts du Nouveau Monde, sont forcés de veiller les uns sur les autres pendant leurs heures de sommeil. Mais ici, solitude absolue et sécurité complète. Sauvages ou bêtes féroces, aucune de ces races malfaisantes n'était à craindre. On se réveilla le lendemain frais et dispos. La route fut reprise. Nous suivions un chemin de lave comme la veille, impossible de reconnaître la nature des terrains qu'il traversait. Le tunnel, au lieu de s'enfoncer dans les entrailles du globe, tendait à devenir absolument horizontal. Je crus remarquer même qu'il remontait sur la surface de la Terre. Cette disposition devint si manifeste vers 10 heures du matin, et par suite si fatigante que je fus forcé de modérer notre marche. « Eh bien, Axel, dit impatiemment le professeur. »« Eh bien, je n'en peux plus, répondis-je. »« Quoi ? Après 3 heures de promenade sur une route si facile ?»« Facile, je ne dis pas, non, mais fatigante à coup sûr. Comment, quand nous n'avons qu'à descendre ? À monter, ne vous en déplaise. »« À monter ?» fit mon oncle, en haussant les épaules. Sans doute depuis une demi-heure, les pentes se sont modifiées et à les suivre ainsi, nous reviendrons certainement à la terre d'Islande. Le professeur remuait la tête en homme qui ne veut pas être convaincu. J'essayai de reprendre la conversation. Il ne me répondit pas et donna le signal du départ. Je vis bien que son silence n'était que la mauvaise humeur concentrée. Cependant, j'avais repris mon fardeau avec courage et je suivais rapidement Hans qui précédait mon oncle. Je tenais à ne pas être distancé. Ma grande préoccupation était de ne point perdre mes compagnons de vue. Je frémissais à la pensée de m'égarer dans les profondeurs de ce labyrinthe.
D'ailleurs, si la route ascendante devenait plus pénible, je m'en consolais en songeant qu'elle me rapprochait de la surface de la Terre. C'était un espoir. Chaque pas la confirmait, et je me réjouissais à cette idée de revoir ma petite Greben. À midi, un changement d'aspect se produisit dans les parois de la galerie. Je m'en aperçus à l'affaiblissement de la lumière électrique réfléchie par les murailles. Au revêtement de lave succédait la roche vive. Le massif se composait de couches inclinées et souvent disposées verticalement. Nous étions en pleine époque de transition, en pleine période silurienne. C'est évident, m'écriai-je, les sédiments des eaux ont formé à la seconde époque de la Terre des schistes, ces calcaires et ces grès. Nous tournons le dos au massif granitique. Nous ressemblons à des gens de Hambourg qui prendraient le chemin de Hanovre pour aller à Lübeck. J'aurais dû garder pour moi mes observations, mais mon tempérament de géologue l'emporta sur la prudence et l'oncle Lindenbrock entendit mes exclamations. « Qu'as-tu donc » dit-il. « Voyez, répondis-je en lui montrant la succession variée des grès, des calcaires et les premiers indices des terrains ardoisés. Eh bien, nous voici arrivés à cette période pendant laquelle on apparut les premières plantes et les premiers animaux. Ah, tu penses? Mais regardez, examinez, observez !» Je forçai le professeur à promener sa lampe sur les parois de la galerie. Je m'attendais à quelques exclamations de sa part, mais il ne dit pas un mot et continua sa route. M'avait-il compris ou non? Ne voulait-il pas convenir par amour-propre d'oncle et de savant qu'il s'était trompé en choisissant le tunnel de l'Est? Ou tenait-il à reconnaître ce passage jusqu'à son extrémité? Il était évident que nous avions quitté la route des laves et que ce chemin ne pouvait conduire au foyer du Sneffels. Cependant, je me demandais si je n'accordais pas une trop grande importance à cette modification des terrains. Ne me trompais-je pas moi-même? Traversions-nous réellement ces couches de roches superposées au massif granitique? Si j'ai raison, pensais-je, je dois trouver quelques débris de plantes primitives, et il faudra bien se rendre à l'évidence. Cherchons. Je n'avais pas fait 100 pas que des preuves incontestables s'offrirent à mes yeux. Cela devait être car à l'époque silurienne, les mers renfermaient plus de 1500 espèces végétales ou animales. Mes pieds habitués au sol dur des laves foulèrent tout à coup une poussière faite de débris de plantes et de coquilles. Sur les parois se voyaient distinctement les empreintes de fucus ou de lycopodes. Le professeur Lindenbrock ne pouvait s'y tromper, mais il fermait les yeux, j'imagine, et continuait son chemin d'un pas invariable. C'était un entêtement poussé hors de toute limite. Je n'y tiens plus. Je ramassai une coquille parfaitement conservée qui avait appartenu à un animal à peu près semblable au cloporte actuel, puis je rejoignis mon oncle et je lui dis « Voyez ». « Eh bien, répondit-il tranquillement, c'est la coquille d'un crustacé de l'ordre disparu des trilobites, pas autre chose. Mais ne concluez-vous pas ce que tu conclus toi-même, si parfaitement nous avons abandonné la couche de granit et la route des laves, il est possible que je me sois trompé, mais je ne serai certain de mon erreur qu'au moment où j'aurai atteint l'extrémité de cette galerie. Vous avez raison d'agir ainsi, mon oncle, et je vous approuverai si nous n'avions pas à craindre un danger de plus en plus menaçant. Et lequel? Le manque d'eau. Eh bien, nous nous rationnerons, Axel. Et voilà qui clôture le chapitre 19 de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. À bientôt pour de nouvelles aventures.